Bonjour, bonjour à vous toutes et vous tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet événement Figital, donc un événement très tendance actuelle, pour ces nouveaux entretiens de la franchise, cette 23e édition des entretiens de la franchise. Ces entretiens de la franchise ont une résonance tout à fait particulière pour la Fédération française, et cela marque notre attachement à ces travaux de recherche. Travaux de recherche, donc, comme vous le soulignez, 23e édition, qui ont regroupé plus de 20 équipes de recherche en France, plus de 70 chercheurs, des milliers de pages, un fonds documentaire extrêmement important, et nous sommes, à ma connaissance, la seule fédération à avoir mené ce type de travaux sur une période aussi longue. Pourquoi ? Pourquoi ? Bien, je me tourne vers notre partenaire, la Banque Populaire, notre partenaire historique, grâce à la Banque Populaire qui, depuis l'origine, nous accompagne en tant que partenaire privilégié sur cet événement. Voilà. Et je souhaite vivement les en remercier. Sans eux, tout cela n'existerait pas. Peut-être quelques mots juste pour introduire le sujet avant de laisser la parole à Florence. Le thème du sujet aujourd'hui, c'est RSE et franchise, où en est-on ? Si je pouvais simplement me permettre d'introduire ces travaux, juste quelques réflexions. Où en est-on ? Où en est-on déjà dans le commerce ? Je pense que dans le commerce, RSE et commerce, le sujet est là. Le commerce s'est saisi du sujet de la RSE. D'ailleurs, ce n'est même plus un sujet à se saisir, c'est une obligation légale. C'est directement dans notre code civil, puisque désormais toute société, tout intervenant économique doit prendre dans l'exécution de son objet social les enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Mais au-delà du commerce, qu'en est-il de la franchise ? Bien, je dirais de la franchise, c'est un petit peu comme aurait dit, comme dirait notre président de la République, il y a des premiers de cordée et puis il y a les autres. Alors nous sommes passés de largement le stade de la prise de conscience de la RSE dans les réseaux de franchise est derrière nous. Je pense très sincèrement que la franchise a compris, tout comme le commerce bien évidemment auquel elle appartient, l'enjeu de la RSE. La meilleure preuve, c'est que nous l'avons inséré dans notre code de déontologie. Tout membre de la Fédération française de la franchise se doit d'avoir engagé une démarche RSE au sein de son réseau. Et puis s'il y avait besoin d'un deuxième exemple, cet événement. Avoir dédié une année d'études et une année de recherche à la RSE montre bien l'importance que nous attachons à cette démarche RSE dans les réseaux de franchise. Je n'irai pas plus loin pour ne pas déflorer le sujet et pour laisser la parole à notre partenaire privilégié et sponsor bien-aimé sur cet événement. Florence ? Merci Guy. La Banque Populaire est avec beaucoup de joie un partenaire historique et fidèle de la Fédération française de la franchise et elle accompagne son développement depuis plus de 25 ans. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous m'entendez effectivement dire ça, mais c'est un plaisir que de pouvoir effectivement prononcer ces mots-là avec vous. Nous croyons profondément dans la pertinence du modèle de la franchise, qui est riche d'initiatives, d'innovations, qui est un écosystème fertile et qui a su montrer sa force et sa résistance face aux nouveaux défis que nous rencontrons tous aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui dure, et l'organisation d'aujourd'hui en est un tout petit exemple. La franchise est en capacité de jouer à la fois un rôle de bouclier face à la crise et d'être un acteur de relais de croissance, tout comme le sont les enjeux RSE aujourd'hui. Nous adhérons, Banque Populaire adhère aux objectifs des travaux de la recherche qui sont créés par la Fédération, parce qu'ils permettent une meilleure lecture, une meilleure compréhension de la franchise, une meilleure visibilité, et puis ils apportent des outils contributifs de sa performance, d'une professionnalisation de tous les acteurs de cet écosystème. Cette démarche Banque Populaire s'y inscrit au-delà de la franchise. Banque Populaire est la deuxième banque des professionnels, elle est depuis 12 ans la première banque des PME, elle est donc plus particulièrement la banque des franchisés et des franchiseurs. Et nous sommes fiers d'être cette banque-là et vous remercions de votre confiance. Nous travaillons donc avec la Fédération, à travers notamment ces travaux de recherche, à accompagner et à anticiper les besoins des acteurs du monde de la franchise.
Et donc, effectivement, nous adhérons totalement à cette recherche sur les travaux avec une thématique autour de la RSE. BPCE ancre son engagement sociétal et environnemental au sein de ses métiers et de ses processus décisionnels. Son approche, elle est au cœur des relations durables que le groupe noue avec l'ensemble de ses partenaires, de ses sociétaires, de ses clients et avec ses collaborateurs pour contribuer de manière responsable au développement économique et social dans les territoires. C'est aussi pour cela que Banque Populaire porte fièrement depuis 18 ans avec la Fédération française de la franchise l'enquête annuelle de la franchise et qu'elle aura le plaisir de partager avec vous au printemps les résultats de cette 18e édition qui aura justement, alors on ne s'était pas vraiment concerté, mais qui aura une nouvelle thématique cette année sur l'éco-responsabilité. Donc on était bien en phase, qui sera vue à la fois par les franchiseurs, les franchisés et le grand public. Il ne vous avait peut-être pas échappé que l'année dernière, l'enquête était exclusivement orientée à l'écoute des franchisés et que nous avons réussi cette année à reprendre le volet franchiseur. Donc nous aurons bien une enquête complète avec les 3 volets, y compris la parole du grand public, y compris sur cette thématique-là. L'enquête contribue à mettre en lumière combien le modèle de la franchise est souvent dans l'anticipation, notamment dans les réponses qu'elle apporte face aux évolutions, entre autres notamment dans les modes de consommation. Donc le click and collect, la relation tissée avec les clients à travers les réseaux sociaux, l'omnicanalité, la fidélisation, autant d'enjeux, aujourd'hui facteurs d'évolution et de performance dont s'inspire tout le commerce. Alors je crois que nous avons encore devant nous de belles années à enquêter, à rechercher, à accompagner tous ensemble la franchise et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous propose de retrouver vos collègues. Guy Gras, on vous retrouvera en fin d'après-midi. Et pour donner un peu d'allant à cet après-midi et à ces 3 tables rondes dont on vous parlera dans quelques instants, j'invite Agnès Rambaud-Paquin et Véronique Discourbuot à se joindre à moi. Leur bâton de parole est sur le fauteuil. Il sera personnalisé. On veillera d'ailleurs avec des lingettes à le nettoyer ensuite pour que la circulation n'en profite pas. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Véronique Discourbuot, vous êtes déléguée générale de la FFF. Peut-être là, cette année, on met le cap donc, sur la RSE. C'est un sujet porteur depuis quand même quelques années en même temps. 23e édition. Ce sujet, il a une saveur particulière pour vous? Alors, il a une saveur particulière pour moi, puisqu'en fait, j'ai fait partie à l'époque, il y a 25 ans, des premiers directeurs de RSE. Pour un grand groupe, puisqu'à l'époque, quand on démarrait la RSE, il faut se l'avouer, c'était plutôt par obligation légale que par pure conviction. Je suis ravie aujourd'hui de voir que ça a évolué. En fait, ça a irrigué l'ensemble en fait, du tissu économique et cette responsabilité économique et sociale et environnementale, elle est maintenant un sujet pris à bras-le-corps par l'ensemble des entreprises. Ça n'est plus une obligation légale, c'est quelque chose qui est réclamé par l'ensemble en fait, des parties prenantes, que ce soit les clients, les salariés, les jeunes qu'on va chercher et qu'on souhaite embaucher, les investisseurs. C'est devenu l'affaire de tous. Et c'est pour moi très important, effectivement, qu'on ait mené cette étude sur la franchise, puisque la franchise est un lieu privilégié pour l'expansion en fait, de la RSE. Puisqu'en fait, le franchiseur a une responsabilité, le franchisé a une responsabilité, et s'ils sont capables de le jouer conjointement, ils ont un pouvoir d'expansion de ces actions
tendance de penser que nous avons tout franchi, que tout est acquis. Ça, en fait, qui était dédiée à cette étude, elle n'a pas plus d'ambition que ça, mais c'est déjà une grosse ambition. Puisque, comme l'a dit notre président tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'est imprégné au fil du temps. Il y a des locomotives, il y a des entreprises qui ont déjà des stratégies et des politiques très abouties. Et on doit s'appuyer sur ces entreprises pour aider les plus petites et celles qui n'ont pas encore totalement franchi ce cap, les aider à avancer et les aider à mettre en place ces politiques. La petite page personnelle, vous étiez chez qui quand vous étiez dans cette fonction de chargé, parce que je devine que ce n'était pas une fonction de direction à l'époque, chargé de la RSE? Si, c'était déjà ça. J'ai été une des premières directrices. On faisait le club des directeurs de la RSE des grands groupes cotés, puisqu'eux ont eu très vite une obligation légale. J'étais chez Carrefour. Chez Carrefour, d'accord. On en profite d'ailleurs, on en parlera en fin d'après-midi. Au sein de la FFF, il y a un cercle qu'il est bien de mentionner maintenant et d'en reparler tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il y a un cercle, nous avons lancé un cercle qui est accompagné par Dominique Royer, qui est elle aussi une pionnière, tout comme Agnès Rambaud-Paquin, qui faisait partie effectivement des pionnières à avoir monté leur boîte. Des enjeux et des hommes pour Agnès, et qui ont accompagné très tôt en fait les entreprises, les grandes mais aussi les petites, pour développer en fait leur politique de RSE. Donc on a fait appel à ces expertes pour nous aider et pour aider effectivement ce cercle RSE à partager les bonnes pratiques et à mettre en place leur propre politique. Parce que ce qu'il faut comprendre en RSE, c'est que ça n'est pas une politique applicable à tous, c'est quelque chose qui se construit à partir de ses propres impacts. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre la politique d'une autre entreprise et de vouloir se l'appliquer, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, c'est tout un travail d'accompagnement pour permettre cette compréhension et pour permettre ces adaptations qui est en place au sein de la Fédération française de la franchise. Allons-y, bien sûr. Et le cercle est composé de responsables RSE de différents franchiseurs, par exemple ou... Alors effectivement, au cercle sont invités l'ensemble de nos membres. Il est vrai qu'on a plutôt les responsables ou directeurs RSE qui participent, mais pas que. Et moi, j'encourage effectivement cette mixité, puisqu'en fait, la RSE ne se déploie pas juste en créant un poste de directeur RSE, mais c'est quelque chose qui doit être irrigué dans l'ensemble des compétences de l'entreprise, l'ensemble de ses départements opérationnels. Donc j'y invite les juristes, les communicants, les qualitaticiens, l'ensemble des directions opérationnelles. Ça intéresse tout le monde et ça doit s'insérer dans le quotidien de chacun pour vivre réellement et être une réalité dans l'entreprise. Véronique Discours-Buot, vous avez souhaité aussi, pour terminer sur ce making-of de l'après-midi, une lecture qui soit opérationnelle, transversale, incarnée par votre voisine. On voit que le maillage a déjà pris, Agnès Rambaud-Paquin, qui est une experte auprès des organisations dans la conduite de leur changement et éventuellement de leur acculturation, notamment à la RSE. Connaissiez-vous Madame Rambaud-Paquin et qu'attendez-vous d'elle pour qu'on puisse œuvrer dans une feuille de route qui soit simple? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit groupe restreint de pionniers et pionnières était là, donc je connais Agnès depuis très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai sollicité Agnès pour venir parler aujourd'hui. Parce qu'elle a cette expérience, elle a vu les erreurs aussi commises par certains, et elle est là aussi pour partager les expériences bonnes et mauvaises pour avancer plus vite maintenant. Vous pourrez la contre-questionner. Je vais vous présenter, madame, pendant quelques instants, et puis ensuite on aura un petit temps d'échange. Mais très vite, je vous proposerai d'aller vers ce pupitre pour diffuser un petit corpus que vous avez construit exprès pour cet après-midi. Vous êtes directrice associée donc, du cabinet Des Enjeux et des Hommes. Ça remonte à quelques décennies, je crois que vous étiez dans cette fonction. 2003, créatrice d'entreprise, ce qui vous met en faveur auprès des franchiseurs, bien sûr. Alors, à l'époque, vous avez beaucoup promu le développement durable. Vous nous direz à quel moment développement durable et RSE se percutent ou pas. Vous participez à de nombreux
nombreux think tanks, comme on dit. Vous êtes sur Twitter, @arambopaquin. Je vous ai suivi. Un des derniers tweets que vous faisiez, c'était sur l'économie régénérative. J'ai découvert ce concept qui est pas inintéressant et qui place la Terre et le Soleil comme des éléments, des immobilisations, et charge aux entreprises notamment de les préserver, de les valoriser. Je le dis court parce que là je m'aventure. Quel est le message clé que vous avez envie de porter d'emblée maintenant que l'attention est ouverte à notre public de franchiseurs et pourquoi pas de franchisés? Alors, il y en a plusieurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais moi, il me semble qu'on n'est plus à l'époque où on pouvait se dire la RSE est plutôt un nice to have, enfin voilà, un luxe. Je pense qu'aujourd'hui, elle est vraiment complètement, elle conditionne complètement le succès d'une organisation. Elle conditionne sa capacité à attirer des candidats, à générer du chiffre d'affaires, à satisfaire ses clients. Enfin, moi, je ne suis pas militante, je ne viens pas du monde des ONG. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé j'ai vendu des lessives, voilà, au début de ma carrière. Mais j'ai été vraiment rattrapée par les enjeux et je me suis rendu compte au fil des 20 dernières années de la manière dont ce sujet a fini par télescoper petit à petit tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise. Voilà. Et voilà, l'idée générale à partager avec vous aujourd'hui sont vraiment des convictions sur le fait qu'il faut y aller, quel que soit votre stade de maturité aujourd'hui, que ça va devenir incontournable dans les années qui viennent, quoi. Est-ce que les lessiviers ont fait leur mue? Bah ouais, je crois. On entend souvent parler de la manière dont Procter, Unilever, etc. font leur part, quoi. Pour reprendre l'image du colibri de Pierre Rabhi qui est parti il y a quelques jours. C'est vrai, et le colibri est resté. Est-ce que vous connaissez l'environnement de la franchise? Est-ce que vous avez quelle représentation vous en faites? Et est-ce dans sa construction, il y a une typicité qui vous semble intéressante ou au contraire un handicap pour promouvoir le geste RSE? On a travaillé pour un certain nombre de franchises, donc au gré des années. Plus récemment, d'ailleurs, pour Yves Rocher, je voyais Monsieur Brat tout à l'heure, pour la Micaline, pour un certain nombre d'entreprises qui font partie du Club Génération Responsable. Je citerai leur initiative. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que à la fois, évidemment, il y a des choses qui peuvent dépendre du franchiseur, donc qui a la capacité, la maille, la surface pour initier des actions et les apporter, les inspirer. Et puis après, il y a vous avez fait référence au côté entrepreneurial. Moi, je me dis aussi, j'ai écouté quelques vidéos sur le site de la fédération. Je trouve que c'est très intéressant de voir tous ces témoignages et de voir que à la maille du franchisé, on peut vraiment s'appuyer sur des convictions et des initiatives personnelles, des aventures humaines, etc., pour initier ces sujets. Vous êtes venu avec des recommandations de lecture, également des indications de lieux où se fait la pensée autour de la RSE. Auparavant, on va vous proposer d'aller vers ce pupitre. Votre PowerPoint est bloqué, tout va bien, il est prêt à être activé et on va aller avec vous vers un peu de doctrine et beaucoup d'exemples inspirants sur une petite quinzaine de minutes. Je me permettrai de m'agiter au moment où il s'agirait de rendre l'antenne. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de modestie parce que j'imagine qu'en plus, certains de ces éclairages sont déjà parfaitement maîtrisés par les uns et par les autres. Voilà, je répondais plutôt à la commande qui m'était faite d'apporter un éclairage un peu global, du retour d'expérience justement sur ce qu'on vient de vivre à l'échelle d'un cabinet comme le nôtre sur une petite vingtaine d'années. J'ai choisi de démarrer pour présenter le cabinet avec un petit clin d'œil pour dire que quand on s'est lancé en 2003, on était vraiment très précurseur, on sortait du bocal, voilà, parce que le développement durable existait à peine. Il y avait 5 ou 6 directeurs de développement durable, évidemment, dans les grands groupes, et cette question était encore sujette à caution. Moi, j'ai eu la chance de croiser le sujet grâce à un de mes gros clients, qui était EDF, qui nous a appelés un jour en nous demandant de former 117 000 personnes sur le développement durable. Et j'avoue qu'à l'époque, on a été un peu étonnés par cette demande. Je les ai appelés pour leur dire « J'adorerais vous accompagner sur un grand projet de transformation, mais le développement durable, je ne vois pas du tout ce que c'est. » Et ils nous ont incités quand même à nous plonger sur la question. On a eu la chance de gagner ce contrat. Et moi, je me suis dit à ce moment-là,
ce sujet va certainement bousculer les organisations, va demander aux entreprises de prendre en compte des nouveaux enjeux. Et il faut y aller, il faut être aux côtés des cabinets de conseil en stratégie qui les accompagnent. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon cabinet des enjeux et des zones en me disant il y a des enjeux très macro qui parfois vont nous sembler très lointains, pas très business. Et en même temps, il va falloir que les entreprises y aillent. Donc on va se positionner sur la question. Si je partage quelques repères quand même pour revenir en arrière, quand on a créé ce cabinet en 2003, on n'était quand même pas très précurseur. Parce que si on regarde quelques dates clés, ça fait finalement plus de 50 ans qu'on parle de ces sujets. J'ai remis ici un petit pictogramme là, sur le Club de Rome qui, dès la fin des années 60, avait alerté sur les limites de la croissance. Il y a eu un certain nombre de grands événements, de grandes conventions internationales, notamment poussées par l'ONU. Et puis le développement durable, on nous demande souvent d'où vient cette définition. Il faut qu'on se rappelle que ça vient du rapport Brundtland qui est sorti en 87, qui a été présenté aux Nations Unies et qui disait que le mode de développement dans lequel on était embarqué ne pouvait pas être durable dans la mesure où il ne prenait pas suffisamment en compte la dimension humaine et la dimension environnementale. Donc je vous ai remis ici la définition du développement durable. Et puis il y a eu un certain nombre de sommets dont on se sert souvent pour dire que la montée en conscience, elle a été très progressive. Au début, il y avait plutôt les experts, les scientifiques, puis les institutions internationales, puis les États, beaucoup de chefs d'État présents, notamment à Johannesburg par exemple, puis les citoyens, les entreprises. Et j'ai repris ici aussi le visuel de l'accord de Paris qui avait apporté beaucoup de satisfaction et de grands espoirs. Et puis, pour le contrebalancer peut-être, le visuel du président de la COP26 qui n'a pas pu cacher son émotion déçu par les conclusions de la COP26. Voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que ça fait à peu près 50 ans qu'on en parle. Vous vouliez poser une question ? Oui, je voulais vous demander, est-ce que ce n'est pas le moment d'instruire cette nuance entre développement durable et RSE ? C'est-à-dire... bien sûr, oui. Voilà. En fait, aujourd'hui, tout ça, ça s'est pas mal stabilisé. On a tendance à plutôt parler de développement durable quand on parle justement de ces grands enjeux macro et qui sont finalement résumés par les 17 ODD des Nations Unies. Vous avez probablement vu ce visuel et vous le verrez de plus en plus. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, dans leur rapport RSE annuel, font référence à ces ODD. Et ce sont en gros les gros sujets. Derrière ces 17 objectifs de développement durable, il y a quand même 169 cibles normalement à atteindre d'ici 2030 si on veut pouvoir continuer à vivre dans un monde durable. Et donc, on parle de développement durable plutôt quand on se situe au niveau de la planète, et c'est une interpellation de tous les acteurs. Et on va parler de RSE quand on va être dans le monde de l'entreprise. Donc, j'enchaîne assez rapidement pour cheminer justement vers la RSE. La toile de fond, et vous avez été plusieurs à en parler, Monsieur Bras et vous-même tout à l'heure. Il y a évidemment une pression réglementaire qui traduit ces grands enjeux dans la loi. Voilà, et on va voir comment la loi Pacte nous y a d'ailleurs aidé en France. Il y a aussi les collectivités locales qui mettent en place un certain nombre de mesures dont vous pouvez parfois subir les effets. Je pense aux livraisons du dernier kilomètre. Ces grands enjeux aussi sont pris en compte par les consommateurs ou par les outils de type Yuka qui les aident aujourd'hui à faire leur choix de consommation. Et là, on arrive donc à la RSE. Et en fait, la RSE, c'est finalement très schématiquement la réponse des entreprises à ces grands défis, à ces grands enjeux de développement durable. Il y a une définition plus complexe donnée par l'Europe, mais c'est aussi bien de le dire comme ça. Et je voulais quand même attirer votre attention sur la norme ISO 26000 qui, depuis 2010, a le mérite d'avoir décrit un peu plus précisément pour les entreprises ce que la RSE recouvrait. Vous voyez qu'il y a ici 7 sujets, dont la gouvernance, puis des sujets sociaux, environnementaux et économiques, et y compris d'ailleurs la relation aux consommateurs. Et cette norme, elle comporte 36 domaines d'intervention derrière ces 7 sujets. Donc c'est déjà en soi une forme de guide pour agir. Peut-être pour conclure cette première partie, la loi Pacte. Donc comme vous le disiez, elle inscrit maintenant dans l'article 1833 du Code civil la nécessité de prendre en compte tous ces enjeux. Elle a aussi ouvert d'autres possibilités. Elle a amené les entreprises à se préoccuper de leur raison d'être. Vous en entendez, j'imagine, de plus en plus parler. Il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont formulé leur raison d'être.
Et elle a aussi ouvert la possibilité aux entreprises pionnières de se déclarer, enfin se donner la qualité de société à mission qui leur permet d'aller un cran plus loin et d'inscrire une mission et des objectifs dans leur statut, et puis de se doter d'une nouvelle forme de gouvernance qui est le comité de mission, et de faire auditer tout ça par un OTI régulièrement. Je ne sais pas, est-ce que vous savez combien il y a de sociétés à mission aujourd'hui déjà ? Non. Près de 450 recensés dans le dernier recensement de l'Observatoire des sociétés à mission. Donc on voit bien que c'est un mouvement qui est en marche. Et derrière tout cela, on peut se poser la question de savoir si on peut déjà mesurer le retour sur investissement d'un engagement dans la RSE. Et donc j'ai préparé sur 4 ou 5 slides ce qu'on commence à percevoir, parce que quand on a démarré, Véronique ou moi, il y a 20 ans, encore une fois, on n'avait pas de recul et on ne pouvait pas forcément savoir s'il y avait un retour sur investissement de toutes ces démarches. Aujourd'hui, il y a une étude qui est parue en 2018, je crois, ou 2016 même, de France Stratégie, qui montre que les entreprises qui s'engagent ont des gains de productivité de plus 13 points par rapport aux entreprises qui ne s'engagent pas. On a vu pendant la crise Covid que les entreprises qui avaient des démarches RSE robustes ont globalement mieux résisté. Mais ce n'est pas le seul axe sur lequel il y a du retour sur investissement. Il y a une étude qui est faite chaque année par Greenflex. Il y en a une autre qui est faite par Havas, Meaningful Brands, qui montre clairement comment ces sujets de RSE apportent de la valeur aux marques, hein, et comment les consommateurs en fait, sont sensibles à ces dimensions. Il y a un certain nombre aussi de travaux qui ont été faits sur la valeur patrimoniale, la valeur immatérielle que ces démarches apportent au moment où vous allez chercher à lever des fonds ou à céder votre entreprise. Et par ailleurs, et enfin, non des moindres, on se rend compte aussi que pour attirer des talents, et je pense que dans tous nos réseaux, on a aussi des difficultés à recruter, on se rend compte que de plus en plus, les générations, notamment des étudiants, mais de plus en plus sensibles à tout cela. J'ai repris ici un visuel du site du Manifeste des étudiants pour le réveil écologique, qui publie sur son site des fiches avec la notation d'un certain nombre d'entreprises. Elles sont classées par secteur. J'ai pris ici Casino dans le secteur de la distribution, et vous voyez qu'ils questionnent les entreprises aujourd'hui. Les recruteurs du Syntec, par exemple, ont tendance à nous dire que maintenant le rapport s'est inversé. Quand on est en situation de recrutement face à un candidat, c'est plutôt le candidat qui questionne l'entreprise sur ses pratiques, et notamment sur ses pratiques RSE. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ça fait au moins 2 grosses décennies que ces démarches RSE sont à l'œuvre dans les entreprises. Elles ont beaucoup évolué, et on trouve encore aujourd'hui d'ailleurs des sociétés qui en sont à ces différents stades de maturité. Mais ça a beaucoup changé entre le moment où on se disait que la RSE c'était un peu de mécénat, on soutient le club de sport local, on fait quelques démarches éco-gestes et on met des ampoules LED, qui n'existaient peut-être pas d'ailleurs à l'époque, mais en tout cas avec une approche philanthropique, aux premières actions qui ont consisté à essayer de faire les fonds de tiroir pour voir ce qu'on avait comme action à mettre dans un début de reporting, mais avec quelques cas d'ailleurs de greenwashing. Et puis des démarches qui sont devenues de plus en plus robustes, avec des cercles ou des réseaux de correspondants, avec du déploiement dans les métiers, comme tu le disais tout à l'heure, Véronique. D'ailleurs, ça se déploie à la DSI sur de l'informatique responsable, Green IT, ça se déploie dans la logistique, ça se déploie dans la com, ça se déploie aux achats. Et ce qu'on va voir à l'extrême droite de ce schéma, ce sont vraiment des démarches extrêmement robustes, complètement alignées avec la raison d'être, par exemple, du franchiseur, avec des consultations de parties prenantes, des business models qui sont en train d'évoluer. Donc, vous voyez le panorama et la manière dont ce sujet a évolué dans le temps. Et pour terminer peut-être sur cette introduction, j'ai pris quelques exemples inspirants. Encore une fois, il n'y a pas il n'y a pas d'excellente démarche qui cocherait toutes les cases d'un bout à l'autre. Juste essayer de prendre quelques exemples un peu audacieux pour vous dire jusqu'où ça peut aller. On était jury d'un prix là récemment sur un certain nombre d'enseignes, et j'ai eu le plaisir de découvrir la démarche de Métro, qui par exemple s'est engagé dans une démarche autour de la diversité. Ils se sont dit, on est très bon
sur le handicap et on n'est pas mauvais sur l'équilibre femmes-hommes. Mais en revanche, sur toutes les autres formes de diversité, couleur de peau, origine, préférence sexuelle, violence familiale, etc., sont des sujets qu'on ne traite pas beaucoup. Donc, ils ont formé 90 référents diversité, conçu des modules. Ils interviennent auprès de leurs 9000 collaborateurs dans l'ensemble de leur site pour faire des sensibilisations sur la diversité. Et ils sont même allés jusqu'à faire de la com auprès de leurs clients, avec de l'affichage dans les magasins métro et des animations sur le site, sur les magasins, pour sensibiliser leurs clients à ces dimensions. Autre exemple, voilà, vous en avez certainement entendu parler, mais pour montrer que la RSE, ça peut aller jusqu'à rembourser ses clients, c'est l'initiative qu'a pris Pascal Demurger, le patron de la Maïf, l'année dernière, de rembourser ses clients qui, pendant la période Covid, n'avaient pas sorti leur véhicule de leur garage et donc ne pouvaient pas avoir généré de sinistre. On était également jury d'un prix Ecopo la semaine dernière et Etam a été récompensé. Ils viennent de concevoir une application qui vous permet, avec votre iPhone, en scannant l'étiquette, le QR code qui est sur l'étiquette, de découvrir via une vidéo, dans la plupart des cas, les conditions de fabrication du produit que vous achetez, même si ce produit est fabriqué à l'autre bout de la planète. Ils ont plus de 300 vidéos qui ont été réalisées et qui montrent clairement, c'est tout ce qui concerne le devoir de vigilance, mais comment les employés sont traités dans l'usine en question, est-ce qu'il y a un audit en cours et quelle est la durée du partenariat. Voilà, on se dit que la RSE, ça peut même aller jusqu'à inciter nos clients à la sobriété, en tout cas, ou à réparer leurs produits, ou à le réutiliser, ou à le recycler. Et puis j'ai fait un petit clin d'œil à la Camif, dont on parle assez régulièrement, mais qui est quand même parmi les chefs de file de la fermeture des sites de e-commerce le jour du Black Friday. Voilà. Et enfin, je crois pour terminer, j'ai encore, je crois, 2 exemples. Truffaut, qui a été récompensé cette semaine par un des prix de Génération Responsable, qui en fait a travaillé sur toute une initiative dans ses magasins pour embarquer les collaborateurs, pour proposer aux collaborateurs de monter des chantiers nature qui sont financés par l'arrondi en caisse et qui permettent à la fois d'animer des initiatives avec des agriculteurs et des équipes pédagogiques scolaires. L'exemple nous a semblé intéressant parce qu'on a trouvé que c'était à la fois une vision partenariale, puisque ça implique beaucoup d'acteurs localement, que c'est une vision globale, écologique, qui entraîne aussi économique, puisque ça entraîne aussi l'arrondi sur caisse, et puis une vision long terme, parce qu'on plante des arbres pour les générations futures. Et puis peut-être pour terminer, la RSE, ça passe aussi par de la labellisation. Et je voulais faire un zoom sur le label qui est monté par Génération Responsable, qui est un label qui permet à la fois à l'enseigne de s'engager dans la RSE, avec des actions qui peuvent être conduites au niveau de l'enseigne, mais aussi au magasin d'obtenir un label de commerçant responsable. Et vous voyez ici un certain nombre d'enseignes qui se sont déjà lancées. J'ai interviewé la directrice générale de la Micaline jeudi dernier et qui me disait qu'ils ont à peu près 240 magasins qui ont été audités à ce jour. Ils ont un taux de succès proche de 80% pour obtenir le label enseigne responsable. Et ces enseignes participent par ailleurs à des actions collectives au niveau local. Il y a des actions qui ont été montées en particulier autour du climat et qui permettent à plusieurs enseignes de métiers très différents de se regrouper autour d'un certain nombre de thématiques comme le climat, mais ça pourrait être sur d'autres thèmes à animer localement dans leur collectivité territoriale. Merci. Je vous propose de nous retrouver, Véronique Discourbuot, sur... alors, effectivement, on va avoir un petit jeu de micro, là. Sur cette historicité du concept et sur cette appropriation croissante. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter ? Alors, je trouve que tous ces exemples, ils sont importants. Ils montrent la pluralité, en fait, de l'exercice. Et encore une fois, c'est vraiment l'adaptation
d'une politique a ses propres impacts. Si vous êtes effectivement un vendeur de vêtements, vous avez tout intérêt à regarder comment est structurée votre supply chain. Les approvisionnements sont souvent en Asie et il faut effectivement monter des audits sociaux. Si vous êtes dans une situation où vous vendez des produits agricoles, il va falloir regarder un petit peu comment sont cultivés et comment la logistique est gérée. Et en cela, je dirais que le retail est une très bonne école puisqu'ils vendent tellement de choses que vous avez à peu près tous les impacts concentrés en un seul endroit. Donc, mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que quand vous construisez votre politique, il faut qu'elle soit adaptée à vos propres impacts et surtout prioriser vos impacts parce qu'il ne s'agit pas d'enlever la toute petite tâche qui est dans le coin du papier et en laisser une grosse au milieu. Vous ne pourrez jamais communiquer comme ça. Donc c'est juste ça que je voulais ajouter. Je trouve que c'est super important ce que tu dis parce que je pense qu'au début, les démarches ont un peu tâtonné. Les uns les autres ont trouvé des référentiels, se sont dit « Ah bon, il va falloir que je coche toutes ces cases ». Et puis plus le sujet monte en maturité, plus on se rend compte qu'effectivement, on ne demande pas une entreprise d'adresser tous les sujets. On lui demande d'identifier ceux qui sont majeurs, notamment avec un exercice qui s'appelle matérialité, mais qui peut être simplifié. Et puis surtout, de focaliser ses efforts sur ces sujets-là. Parce qu'en plus, autrement, on risque d'être taxé de greenwashing. Quand on a démarré, il y avait un exemple qui circulait beaucoup. Les banques, on est dans un établissement bancaire, mais en tout cas, les établissements bancaires disaient mais nous, on s'occupe de RSE, on a des immeubles, on a du bâtiment, de la lumière, du papier, et puis on gère les déplacements de nos collaborateurs. Jusqu'à ce que les ONG viennent les rechercher en leur disant mais attendez, vos impacts ne sont pas là. Vos impacts sont sur la manière dont vous fléchez l'argent, sur ce que vous financez. Voilà. Donc, préoccupez-vous de ça. Et on se moque sincèrement de ce que vous faites par ailleurs sur les impressions recto-verso, quoi. On va voir avec les chercheurs dans quelques instants la définition de la RSE. Quelle est celle que vous donnez qui est la plus digeste ou la moins scientifique ou la plus opérationnelle ? Je ne sais pas si ça reste opérationnel, mais c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Moi, je dis toujours que c'est la contribution d'une entreprise au grand défi de son activité, encore une fois. On ne va pas gérer tous les 17 ODD au niveau d'une entreprise, mais par contre, identifier ceux auxquels on peut contribuer. Est-ce qu'il y a, et vous l'évoquiez tout à l'heure, des modifications à attendre pour les franchiseurs ou franchisés dans le paysage réglementaire dans les mois qui viennent ou semestres ? Moi, je pense que ça se précise de plus en plus, quels que soient les sujets, entre la loi AGEC, EGalim, la loi climat, etc. Ce que je pense, c'est que l'Europe pousse beaucoup. Elle pousse déjà sur le reporting, donc ça dépend de la taille des franchiseurs. Mais vous avez peut-être su ça, l'Europe vient de faire baisser les seuils. Aujourd'hui, à partir de 2024, toutes les entreprises de plus de 250 salariés devront produire un reporting extra-financier. Ça multiplie par 4 le nombre d'entreprises en Europe qui vont devoir reporter. Il y a d'ailleurs une initiative intéressante qui a été lancée par Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et durable. Elle a créé une plateforme qui s'appelle Impact, que vous trouvez sur le site impact.gouv. Et elle a listé une quarantaine de sujets en proposant aux PME qui le souhaitent de s'entraîner à blanc, de s'échauffer au reporting sur cette plateforme qu'elle veut très ouverte, très bon enfant et très grand public. Et ce qu'elle dit, c'est qu'avant que la réglementation, donc en 2024 sur l'exercice 2023, ne nous l'impose, on a tout intérêt à s'échauffer. Donc moi, je pense que l'Europe va beaucoup continuer à pousser la réglementation. En plus des consommateurs. Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui, un objet de recherche, d'investigation sur lequel vous vous penchez avec vos équipes, comme si, pour le monde d'après la RSE d'aujourd'hui ? Il y a 2 sujets. Cette année, on a mené des travaux avec le comité 21 sur le dialogue parties prenantes, parce qu'on se rend compte que les entreprises ont beaucoup fonctionné depuis des décennies en système assez fermé. Alors même que plus cela va aller, plus on voit que nos parties prenantes, donc les riverains, les clients, les collaborateurs, etc.,
regardent l'entreprise, que leur regard change et qu'on a tout intérêt à dialoguer avec ces parties prenantes, encore une fois, plutôt que d'être jugé par elles sans possibilité d'échanger. Donc on a mené des travaux que vous pouvez télécharger qui sont sur notre site, qui donnent plein d'idées. PME, ETI, grands groupes pour dialoguer avec les parties prenantes. Donc je crois que le nouveau sujet, mais enfin, la RSE, le développement durable, fonctionne aussi par mode. Voilà, c'est drôle, et puis par un peu mouton de panurge. Enfin bon. Et en tout cas, le gros sujet d'aujourd'hui, c'est l'impact. Donc il y a beaucoup de gens qui sont des détracteurs de la RSE et qui considèrent que la RSE, c'est surtout réparer des externalités négatives, réparer des dégâts. Voilà. C'est une stratégie défensive et qui pousse la notion d'impact en considérant que c'est régénératif, puisque vous disiez ça tout à l'heure, et qu'il faut vraiment se préoccuper de ce que l'entreprise produit comme valeur et partage comme valeur. J'ai vu le rapport de Leclerc, le rapport RSE qui est sorti hier, je crois, et qui est complètement structuré autour de la notion de création de valeur. Donc, en tout cas, cette question de l'impact, elle est importante. Mais nous, on avait déjà une compréhension, une acception de la RSE qui était déjà contributive. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas uniquement réparer des externalités, c'est aussi créer de la valeur sociale, environnementale. En tout cas, c'est intéressant que vous jetiez un œil à cette question d'impact. Voilà, c'est en ligne sur votre site. Votre document sera en ligne sur le site de la FFF. Véronique Discourbio, on se retrouve tout à l'heure. Vous viendrez, vous nous ferez un petit rapport d'étonnement, comme on dit, sur ce qui s'est dit cet après-midi. Merci de votre présence. Je garde Agnès Rambaud-Paquin, mais j'étais sûr. Pourtant, j'avais répété. Je vous garde comme grand... Rambaud, d'accord. Je vous garde comme grand témoin. Donc, vous allez accompagner les échanges entre les chercheurs et des discutants au cours de ces 3 tables rondes annoncées. Et peut-être tout d'abord, pour faire un point sur l'ensemble de la façon dont les chercheurs ont travaillé, je vais inviter Salwa Ben-Agmouche. Bonjour madame. Je vous propose le pupitre à votre tour. Alors vous êtes la chef de file de ces chercheurs, de cette équipe de 6 personnes, plus vous, qui travaillez depuis 1 an sur cette question de RSE au travers de 3 thèmes que je vous laisserai peut-être décliner en fonction de chaque table ronde. Vous êtes maître de conférences en sciences économiques, plus personnellement, experte de l'évaluation des savoir-faire, par exemple, ou de la valorisation des compétences. Comment, depuis 1 an que vous avez reçu cette lettre de mission, avez-vous travaillé? Je suis sûr que vous avez bien travaillé, mais comment? Alors, on a travaillé comme on peut, hein, parce qu'on a quand même réalisé cette... Pardon. Ah oui, Alors, je vais vous aider. Parce que il ne marche pas Alors, si, il marche, mais c'est vrai qu'on a peu de retour. Ok. Et là, vous m'entendez? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que la régie peut libérer le micro de Madame Ben-Agmouche? Parlez dedans, Madame. Et là, vous voilà, c'est fait. Bravo. Donc, je disais, on a fait comme on a pu, hein, puisqu'on a dû réaliser cette recherche entre 2, 3 confinements, je ne sais plus maintenant où on en est, des confinements. Donc, on l'a fait beaucoup à distance, hein, donc c'est quand même une version inédite, hein, puisque habituellement, les chercheurs, ils travaillent plutôt en physique, et là, on a dû travailler beaucoup en distance et en visio. D'ailleurs, même les enquêtes auprès des réseaux ont dû se faire en visio et à distance. Donc, c'est vrai que c'est une... Ah, ben là, ça marche. Bon. C'est une version un peu particulière. Mais j'ai pas l'impression que ça marche. Non, faut parler plus fort. Ah bah la pauvre, c'est un micro, c'est fait pour aider la voix. Voilà, alors les micros circulent, on va faire abstraction de cette clusterisation de nos échanges. Non, on vous entendez bien, madame. Non, mais vous m'entendez là vraiment? Oui, ça y est, vous êtes relié. Okay. Très bien. Vous n'allez pas me faire répéter? Pas du tout, non, c'était très bien, comme Miss France. Très bien, je peux... Absolument, sur la méthodologie que vous avez... Très bien. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même remercier la Fédération française de la franchise et en particulier son comité scientifique de nous avoir confié cette recherche que nous avons pris beaucoup de plaisir à réaliser, malgré, comme je le disais à l'instant, un contexte qui a rendu sa mise en œuvre particulièrement complexe. J'en profite pour remercier les réseaux qui ont accepté de répondre à notre enquête entre 2 ou 3 confinements. Merci à eux, merci aux franchiseurs, merci aux franchisés d'avoir répondu à nos différentes enquêtes.
Effectivement, comme le disait à l'instant Bruno, l'équipe de recherche est constituée de 7 enseignants-chercheurs, de profils différents, d'expertises scientifiques différentes, complémentaires. Nous avons fait le choix aujourd'hui de faire une présentation à 4 voix, et dans l'ordre, donc Martine de Paris, Anen Waslati, Marie-Catherine Paquier et moi-même. Donc la branche féminine de l'équipe, et oui, nous n'avons pas voulu jouer la carte de la parité. Il me revient en tant que coordinatrice de cette recherche d'introduire la problématique de ce jour et d'expliquer la démarche que nous avons souhaité retenir dans le cadre de cette recherche. Je vais d'abord commencer par des éléments de contexte général. Il y a certaines choses qui ont été déjà dites, mais très rapidement. La RSE en France se définit par le biais de 2 définitions distinctes, celle issue de la norme ISO 26000 de novembre 2010 et celle qui est donnée par la Commission européenne en 2011. Alors que dit la loi ? Que dit la loi sur la RSE ? La RSE est-elle obligatoire pour les entreprises ? En tant que telle, rien ne permet de dire que la loi, que la RSE est obligatoire pour les entreprises. Aucune loi, aucun décret ne vient contraindre les entreprises à mettre en place des mesures, une stratégie RSE. La réalité est beaucoup plus complexe et peut être expliquée par un contexte de régulation hybride. En effet, les entreprises la gouvernance des entreprises, les pratiques des entreprises sont de plus en plus soumises à un jeu de dispositifs non contraignants et volontaires, tels que les normes, les labels, les principes directeurs, etc., et contraints par des dispositifs issus du droit européen, des législations nationales. Ce cadre normatif, certes hétéroclite, va participer à une accentuation du phénomène d'institutionnalisation et de normalisation de la RSE depuis les années 90, avec un renforcement, une accélération depuis les années 2000, comme en atteste le graphique que je viens de vous projeter. Ainsi, petit à petit, d'année en année, la loi, les règlements viennent contraindre l'obligation des entreprises, l'obligation de transparence, d'information sur leurs pratiques RSE et les répercussions sur notre société. De fait, la RSE devient un axe incontournable pour les entreprises si elles veulent rester compétitives et attractives. La RSE devient donc passe progressivement d'un acte volontaire, voire stratégique, à un acte contraint et obligé. Cette évolution interroge de manière plus profonde les réseaux d'entreprises, en particulier les réseaux de franchise, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Franchise et RSE, où en est-on ? Telle est la problématique de cette recherche. Nous avons identifié un certain nombre d'objectifs de recherche. On parle beaucoup de RSE pour les grandes entreprises. Elle a été très peu étudiée, très peu explorée sur le plan académique et managérial pour les réseaux de franchise. Et nous nous sommes d'abord proposés dans un premier temps de proposer un socle RSE à la fois en termes académiques et managériaux. Nous essaierons ensuite d'apporter une vision prospective des enjeux de la RSE pour les réseaux de franchise et de construire des modes d'accompagnement adaptés à la démarche globale RSE. Ces objectifs de recherche se déclinent eux-mêmes en questions de recherche. Le lien entre la franchise et la RSE pose en premier lieu la question des spécificités de la franchise. Les fondamentaux du modèle de franchise. Les fondamentaux de la franchise sont-ils des leviers pour la mise en place de la politique RSE? Est-elle à l'initiative de nouvelles pratiques? En second lieu, cette question du lien entre franchise et RSE doit être abordée sous l'angle du consommateur. Le consommateur perçoit-il les valeurs RSE inhérentes à l'univers de la franchise? Enfin, les enseignements tirés de ces 2 premières questions vont nous permettre de projeter les liens entre la franchise et la RSE dans la prochaine décennie. En résumé, notre démarche s'est articulée autour de 4 axes. Nous avons, dans un premier temps, essayé de mettre en perspective, d'un point de vue théorique et empirique, cette relation franchise-RSE. Ce qui va nous permettre d'identifier des valeurs RSE intrinsèques au modèle de franchise. Dans un troisième axe, cette identification se fait du point de vue du consommateur, sous l'angle du consommateur. Et enfin, cela nous a permis de mettre en perspective le lien entre franchise et RSE en juxtaposant les évolutions technologiques et sociétales.
Comme on vient de le voir, et ça a été souligné, il y a un cumul de lois de règlement sur la RSE, et aussi bien dans un environnement, dans un contexte, dans un périmètre national qu'international. Cette sédimentation va se traduire par une pluralité d'approches en termes de RSE, par un manque de consensus, ne serait-ce que par rapport à son acronyme RSE, le S étant parfois entendu social, parfois sociétal, et parfois il y a une confusion entre les deux, et sur une diversité de nomenclatures des actions RSE à mettre en œuvre. Il nous a semblé important de clarifier notre positionnement dans le cadre de ce travail, et nous sommes, en fait, référés aux rubriques type du rapport de performance extra-financière, le fameux rapport dit RSE, et nous retenons les actions environnementales, sociales et sociétales. Nous faisons ainsi une distinction avec les finalités qui sont les finalités du développement durable en général et qui sont synthétisées sous le triple bottom line. Progressivement, nous assistons par ailleurs à une responsabilisation, là aussi ça a été dit par les interventions précédentes, une responsabilisation de plus en plus forte des entreprises qui suivent la loi naturellement, mais dépassent volontairement le cadre réglementaire et s'inscrivent dans une démarche proactive en termes de RSE. Nous avons intégré cette évolution dans notre démarche de recherche que nous avons schématisée à travers un continuum. Dans ce continuum, les entreprises s'inscrivent dans ce continuum dans lequel la stratégie RSE est de plus en plus inclusive vis-à-vis des parties prenantes, sous la pression d'un cadre réglementaire lui-même de plus en plus inclusif, sous la pression d'un consommateur de plus en plus exigeant, et le tout dans un environnement incertain. Ce faisant, notre postulat dans le cadre de ce travail de recherche est de dire que la démarche RSE a pour socle la co-construction avec toutes les parties prenantes. Quelles sont-elles? Quelles sont ces parties prenantes pour les réseaux de franchise? Nous les avons identifiées de la manière suivante. Nous avons distingué entre les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Au sein même des parties prenantes externes, nous avons distingué entre les parties prenantes externes primaires et secondaires. Les tables rondes qui vont suivre vont chacune s'intéresser à l'une ou l'autre des parties prenantes. Ainsi, la première table ronde va s'intéresser aux parties prenantes internes sous le prisme des franchisés et des franchiseurs. La deuxième table ronde va s'intéresser quant à elle aux parties prenantes externes primaires et en particulier le consommateur. Et la dernière table ronde va, elle, mettre en perspective l'ensemble des parties prenantes. Je vous remercie.